Bonjour à tous, bienvenue sur Mindset, le média, le podcast vidéo de référence sur la réussite du dirigeant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Gobi. Bonjour Pierre, bienvenue. Salut Tim, merci de me recevoir. Écoute, avec grand plaisir. Je suis particulièrement fier de t'accueillir aujourd'hui parce que toi et moi, nous avons une relation un peu spéciale puisque tu as été mon prof il y a un peu plus d'un an, au mois de février de l'année dernière, concernant ton Académie 34 éléments qui a été pour moi un game changer pour Mindhunters. Donc vraiment, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de mentors de start-up en France et Pierre est probablement le seul que je trouve vraiment absolument exceptionnel. Donc c'est une bonne intro pour que tu puisses te présenter, mon cher Pierre. Alors merci Tim, mais je suis pas prof. J'aime pas le terme prof parce que ça fait un peu académique. Ouais. Puis le prof, tu vois, c'est one-sided. Ouais. Je te donne un peu de mon savoir et tu deviens mon disciple. C'est ça. Moi, c'est pas ça que je fais. Ce que je fais, c'est que je te permets de réfléchir, je te pose des questions et je t'aide dans le mode de réflexion. Mais je suis pas prof, c'est-à-dire que je te donne pas des vérités, je t'aide à réfléchir. C'est pour ça que je fais juste un commentaire sur le prof. Alors pour me présenter rapidement, Pierre Gobi, donc j'ai un profil qui est un peu atypique parce que je suis à la fois entrepreneur et investisseur. Donc entrepreneur parce que j'ai monté 3 sociétés, une qui rentre en bourse, 2 que j'ai vendues. Investisseur parce que j'ai aussi monté un fonds d'investissement qui investit dans à peu près 54 ou 55 startups. Okay. Et l'autre côté un peu atypique, c'est que j'ai vécu 17 ans aux États-Unis, donc 17 ans à San Francisco, et que donc j'ai une culture beaucoup plus américaine que française. Voilà, rapidement dit, c'est ça que je fais, c'est ça mon parcours, c'est ça mon histoire. Super, et donc tu t'es installé à Aix, en Provence, oui. Et tu rayonnes en France avec ton sac à dos pour aller rencontrer de visu tes élèves et passer du temps avec les gens que tu aimes. Alors, pas du tout, parce que d'abord, c'est pas mes élèves, parce que je suis pas prof. C'est bon, voilà, je vais me faire retoquer à chaque fois, c'est parfait, j'aime ça. Ça sera le cas. Et deuxièmement, je fais tout en distance, donc c'est tout fait en Zoom, ouais. Et ça marche très bien. Ouais. Et de temps en temps, je viens de Paris pour te voir. Mais ça, c'est sympa, justement. Sinon, je reste dans ma cave, comme je suis un bon ours, moi, j'aime pas trop bouger. Donc très bien. Ouais, très bien. Bon, écoute, merci beaucoup pour la présentation. Alors, il y a plein de sujets dont on va pouvoir parler, mais on a une petite heure pour papoter. Le premier, Pierre, maintenant que tu t'es présenté, c'est quoi ta définition du mindset ? Le mindset, c'est ce qui te permet en fait de savoir comment tu vas te comporter. Donc tu as un état d'esprit par rapport à une situation et cet état d'esprit va t'aider à prendre des bonnes décisions et te comporter comme tu le souhaites. Donc c'est ça le mindset pour moi. C'est dans quel état d'esprit es-tu, quelle est ta ligne de conduite qui te permet de te comporter comme tu souhaites te comporter. D'accord, très clair. Donc un événement arrive et c'est la façon dont tu vas te comporter en face de cet événement, par exemple positivement ou négativement, ou de façon neutre. Par exemple. Ok, très bien, très clair. Et c'est quoi le mindset de Pierre Gobi ? Alors moi, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. On va essayer en tout cas d'être bref. D'abord, moi, je crois que toujours tout est possible. Ok. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 25 ans, donc j'ai toujours fait des choses qui étaient faciles à démonter, où on aurait pu dire ça ne marchera jamais, mais je l'ai quand même fait, parce que j'ai dans l'idée de dire que tout est possible. Okay. Néanmoins, je ne suis pas un optimiste. Non, ça je sais. Tous les gens disent il faut être optimiste, il faut y aller à fond, croire en toi, toutes ces conneries. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, ça. Moi, je suis un pessimiste actif. C'est-à-dire qu'il y a une nuance, c'est-à-dire que j'envisage, je veux voir les problèmes avant qu'ils me voient moi. Okay. C'est pour ça que je suis pessimiste. Je préfère les anticiper. Mais néanmoins, je suis actif. Ça veut dire que je crois que je peux les surmonter. Donc l'activité, c'est ma forme d'optimisme. Okay. Et le pessimisme, c'est ma forme de lucidité. Donc moi, je suis un pessimiste actif. Donc ça, c'est une première caractéristique. Pas mal. La deuxième caractéristique de mon mindset, c'est que je suis extrêmement analytique. Okay. C'est-à-dire que je fais des post-mortem à tout ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai horreur de faire 2 fois la même erreur. Horreur. Pour moi, c'est maladif pour toi. Totalement maladif. Ouais. Et donc, ça veut dire que je m'impose d'analyser ce que je fais en bien ou en mal. Quand ça ne marche pas, je veux comprendre pourquoi. Et quand ça marche bien, je veux comprendre pourquoi. Okay. Pour pouvoir ne pas refaire l'erreur ou refaire ce qui marche. Donc ça, c'est une deuxième caractéristique. Donc ça, c'est des choses importantes. Après, j'ai d'autres mindsets
d'autres façons de voir la vie qui sont peut-être un peu particuliers. J'aime bien être clivant, par exemple. Oui. C'est-à-dire que je suis de ces gens qui pensent que avoir des opinions, c'est important. Ok. Savoir les exprimer, c'est important. Et ne pas être d'accord, c'est important. Je déteste le politically correct, mais vraiment puissamment. Je suis un fan de Desproges et de Coluche, pour tout dire. Donc je déteste une société un peu aseptisée dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pense que le monde ne peut avancer que parce qu'on a des opinions et qu'on peut en discuter. Et donc mon mindset à moi, quand je suis avec des gens, c'est de me dire, je vais te dire ce que je pense. Donc j'ai une forme de transparence assez immédiate d'abord parce que je suis direct, j'aurais jamais pu être diplomate, et parce que je pense qu'il est important d'avoir des opinions. Ouais. Et donc à partir du moment où tu as une opinion, je suis aussi perméable à l'opinion de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que je dis quelque chose que je pense que j'ai raison. Mais en tout cas, c'est mon opinion. Et si tu me prouves le contraire, je changerai d'opinion. Je comprends. Et je pense que c'est important d'avoir des opinions, et j'aime pas les gens qui n'en ont pas. Dans mon mindset, quand je rentre, quand j'ai un comportement quelconque à avoir, c'est toujours d'avoir une opinion et un point de vue. J'aime bien les gens qui ont un point de vue parce qu'ils ont une forme d'épaisseur. Oui. Et la plupart des gens manquent d'épaisseur parce qu'ils n'ont pas de point de vue. Ils pensent comme tout le monde. Et j'ai pas de point de vue sur tout. Tu es capable de dire quand tu ne sais pas et ne pas avoir de point de vue. Je suis pas médecin, j'ai pas de point de vue sur la médecine. Je m'interdis d'avoir un point de vue sur le Covid. Je suis pas médecin. Mais par contre, il faut que ça soit étayé. Quand tu as un point de vue, il est étayé avec de la data, une expérience, des situations, oui, etc. Mais c'est pas pour autant que c'est une vérité. En tout cas, c'est ma vérité du moment. Mais j'ai un point de vue. Je suis pas fade. J'essaie de pas être fade. Ouais. Et tu as changé d'avis drastiquement après des interactions avec des gens sur des sujets sur lesquels tu étais assez... tout le temps. Ouais, tout le temps. Tout le temps. L'intelligence des gens, c'est pas d'avoir raison. Ouais. C'est d'évoluer. L'intelligence, c'est l'évolution, c'est pas d'avoir raison. Et donc, on évolue tout le temps parce qu'on a toujours tort. Donc, une forme de growth mindset, si je puis dire. Oui, bien sûr, évidemment. Tout à fait. Évidemment, on apprend toujours des autres, on évolue toujours. Ok. Et comment, alors toi qui as habité aussi longtemps aux États-Unis, c'est quoi pour toi le mindset d'un Américain par rapport à celui d'un Français Alors, il y a la culture du pays qui fait la différence entre la culture de la France et la culture des États-Unis. Tu pourrais nous en dire un mot ? Alors, ça va être long, mais oui, il y a plein de sujets. Le premier, c'est que l'Américain, par nature, est quelqu'un d'optimiste et de positif. Ouais. Et ça choque souvent les Français quand ils vont aux États-Unis. Ils disent « Waouh, les gens sont vachement sympas, j'ai été reçu, c'est incroyable, etc. etc. » Donc, il y a ce côté hyper avenant, hyper positif. Et il y a le bon côté et le mauvais côté à comprendre. Le bon côté, c'est qu'en fait, l'Américain considère que les opportunités sont... endless, qu'on peut tout faire. Ouais. Et que donc, quand on a une relation avec quelqu'un, ça ne peut être que du win-win. Okay. Puisqu'en fait, on a un gâteau qui est en train de s'agrandir. Et donc, si tu réussis, je serai content pour toi, parce que ça veut dire que moi aussi, je pourrais aussi bien réussir que toi. Et donc, voir quelqu'un qui roule dans une Porsche, c'est de se dire, génial, si lui, il a réussi à rouler dans une Porsche, c'est-à-dire que moi, avec un peu de travail, je vais peut-être pouvoir rouler dans une Porsche. Je vais y arriver aussi. C'est le côté optimiste, le gâteau s'agrandit. Le Français, c'est un peu à l'opposé. Il considère que le gâteau est une portion qui ne grandira pas et que donc la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un est un win-lose. C'est-à-dire que si tu prends un bout du gâteau, ben c'est un bout du gâteau que je ne peux pas avoir parce que le gâteau, il est fini en termes de taille. Et donc, ce que ça crée comme type de comportement, ce n'est pas des comportements positifs, c'est de la jalousie. Le Français est fondamentalement quelqu'un de jaloux. Il a peur de perdre, il a peur de se faire avoir. Et donc, il regarde celui qui a une Porsche en se disant « Salaud, je l'aurai jamais ». Voilà. Et ça vient d'où, ça ? T'as une idée particulière ? Je pense qu'il y a... peut-être, c'est très culturel. C'est un pays d'abord qui est très tourné sur son passé plus que sur le futur. Et donc, quand on est tourné sur le passé, on n'a pas le même logiciel pour regarder le monde. Oui. Puis, c'est un pays qui est très critique sur beaucoup de choses. Et à force d'être critique sur beaucoup de choses, on finit par un peu s'enfermer là-dedans et regarder le monde un peu différemment. Les Américains, ils sont un peu moins analytiques, un peu moins critiques, et donc ils ont un côté un peu plus naïf, un peu plus optimiste, qui fait qu'ils sont un peu plus ouverts au monde. Et puis en plus, eux, ils ont prouvé que le win-win, ça marche. Ouais. Donc ça, c'est une première caractéristique, on va dire, hyper différente. Tu m'étonnes. Après, il y en a d'autres. Je parle toujours dans le business, parce que dans la vie, c'est autre chose. Dans le business, l'autre grande caractéristique différente, c'est que ils considèrent que ce qui est important, c'est d'aller vite, c'est pas d'avoir raison. Okay, ce qui n'est pas du tout français. C'est-à-dire de dire, typiquement, quand il y a une décision à prendre, eh bien, on se réunit. Okay.
On se dit, bon, voilà les contraintes, je propose une solution, il y en a un qui dit, j'ai peut-être ça qui est mieux, les gens s'alignent rapidement, et une fois que c'est aligné, on exécute. Et si on a eu tort, on en fait une autre. Donc, itération. Voilà. Et surtout, on décide rapidement de faire quelque chose. En France, il y a toujours l'emmerdeur qui va lever la main en disant « Mais non, je ne suis pas d'accord, il est comme ça qu'il faut le faire. Et tu as pensé à ça, ouais, mais machin. » Et finalement, on est dans la polémique totale. Et sur des choses sur lesquelles on n'a aucune certitude, finalement, on finit par débattre pour arriver à la décision parfaite. Ou le consensus. Et on peut y arriver à la décision parfaite, peut-être, et peut-être pas. Mais en tout cas, on a perdu un temps gigantesque. Et pendant ce temps, les Américains, ils ont itéré 3 fois et ils ont trouvé la bonne voie. Ils ont tiré 3 fois. Ils ont tiré 3 fois, mais ils ont trouvé la bonne voie. Alors que nous, on est encore en train de discuter. Donc ça, c'est une vraie différence culturelle. Et donc, quand un Français va dans une réunion américaine et qu'il lève la main en disant « Je suis pas d'accord », tout le monde le regarde bizarrement en disant « Mais non, mais tais-toi, là, on est d'accord, on est aligné, on avance, là. C'est un peu la même chose, la même comparaison qu'on pourrait faire avec les médecins. Quand il y a, par exemple, une chirurgie à faire qui est une chirurgie complexe, les médecins se réunissent en disant « Bon, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils en discutent, et à un moment donné, il y en a un qui dit « Moi, je pense qu'il faut faire ça. » Et même si on n'est pas d'accord, tout le monde s'aligne. Parce que la conséquence de ne pas s'aligner, c'est que si quelqu'un meurt, par exemple, quelqu'un ne peut pas dire « Je te l'avais dit, tu l'as tué. » Là, c'est pas jouable. Donc, en fait, tout le monde s'aligne en disant « Ok, on a discuté, on est arrivé à ce consensus, donc c'était probablement la bonne solution. On est tous d'accord pour dire que c'est la bonne solution. » Et quoi qu'il arrive. Ça, c'est important aussi, parce que ça permet d'avancer. Sinon, un médecin, il n'avance pas non plus. Mais bien sûr, mais est-ce que ça veut dire que chez les Américains, le groupe est plus important et on est prêt qu'en France, et on est prêt justement à se taire aux États-Unis pour faire avancer le schmilblick parce que le groupe est plus important? C'est pas une question de groupe, c'est une question de style de management. Ok. Le groupe n'est pas plus important, ils sont très individualistes, les Américains. C'est un style de management. Ok. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement dans la discussion, on est dans l'exécution, on est dans l'action. Okay. On est dans le doing, et nous, on est dans le being. Okay. C'est très différent. C'est Einstein qui avait dit ça dans son bouquin, où il avait comparé l'Europe et les États-Unis. Donc, c'est très différent. Et comme on est dans l'action, à un moment donné, le manager, c'est celui qui est à l'initiative de l'action. Et soit on s'aligne, soit on ne s'aligne pas. Mais on essaie de s'aligner rapidement. Ce qui compte, c'est de faire. Oui. C'est pas d'avoir raison. D'accord. C'est très différent. Ok. Et donc, en termes de résultats, sur les startups que tu as accompagnées aux États-Unis ou celles que tu accompagnes en France, tu vois une grosse différence vis-à-vis du mindset justement des entrepreneurs français et américains? C'est exactement la même chose ou alors ça va différer un petit peu par rapport à ce que tu vois au quotidien là? Il y a des bons partout, il y a des cons partout. Ouais. Donc pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui sont vraiment brillantissimes, qui ont tout compris, qui sont hyper smart et tout. Ouais. Puis il y en a qui sont un peu moins. Ouais. Et aux États-Unis, c'est exactement pareil. Il y a des gens qui sont très forts et des gens qui le sont un peu moins. Donc je ne vois pas tellement de différence. D'accord. Tu vois, c'est des gens qui sont éduqués de manière un peu similaire, qui ont une vision du monde entrepreneuriale. Ouais. Donc c'est pas ça qui fait la différence, de mon point de vue. Et j'irais même jusqu'à dire que je pense que les Français sont souvent un peu plus smart que les Américains. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait la différence dans ces cas-là? Sur la réussite de la start-up, la taille du marché. Tout simplement. C'est là où c'est-à-dire que tu prends un Français qui est aussi bon qu'un Américain, ils vont tous les deux avoir la même idée, ils vont tous les deux développer le même produit, ils vont se mettre à vendre, un en France, un aux États-Unis. Au bout d'un an, il y en a un qui aura 5 fois plus de chiffre d'affaires que le Français. Ouais. Parce qu'il a un marché qui est 5 fois plus gros. Et avec 5 fois plus d'argent, mais il ira 5 fois plus vite. Je comprends. C'est tout bête. Ok. Donc, taille du marché. La taille du marché, c'est pour ça que les grandes boîtes de tech dans le monde sont ou chinoises ou américaines. Parce que c'est des marchés qui permettent du scale qu'on n'a pas capacité à faire en Europe. Je comprends très bien. Si on a le temps, on en reparlera un peu parce que c'est un sujet hyper intéressant. Et si je passe maintenant à la question culture, c'est quoi ta définition? Je ris parce que tu nous l'as appris à l'époque, donc je connais déjà la réponse. C'est quoi ta définition de la culture de l'entreprise, Pierre? Alors, je vais te faire un petit parallèle que tu connais, puisque tu es passé dans 34 éléments, mais qui est important que les gens comprennent. Quand on est une organisation, une entreprise, une corporation, ce que tu veux, on arrive à fonctionner, quand tu as une boîte de 10 000, 20 000, 100 000 personnes, on arrive à fonctionner parce qu'on a mis en place une structure, des procédures, des règles, des actions. Tu dois acheter un stylo bille, tu as un papier à remplir, un machin, ça va à un endroit, il y en a un qui accepte le truc, etc. C'est une procédure. Et c'est comme ça que les grandes entreprises fonctionnent. Cette procédure a pour valeur de dire on est capable d'acheter les stylos comme il faut, par exemple. L'inconvénient, c'est que ça déshumanise énormément l'entreprise. Une start-up, elle n'a pas capacité à se structurer.
Oui. Parce que c'est pas une entreprise. D'accord ? C'est quelque chose qui est en train de chercher ce qu'elle va devenir. Donc en fait, mais elle a quand même besoin de savoir se comporter collectivement de manière cohérente. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a la culture. Donc la culture, c'est ce qui remplace l'organisation, c'est ce qui remplace la procédure. Et en un mot, tu sais ce que je veux dire, la culture, c'est ce qui permet de se comporter sans que ça ait jamais été dit. C'est de dire, je vais te donner des lignes de conduite, des compréhensions qui permettent en fait de dire, je sais comment me comporter. Sur quoi ça s'appuie ? 3 choses. D'abord, la vision de l'entreprise. Okay. Quelle est ta vision du monde ? On ne rejoint pas une boîte si on n'est pas d'accord avec ça. 2, c'est quelles sont les convictions des cofondateurs. Ils ont des convictions vraies ou fausses, ce n'est pas le sujet, mais on doit être aligné sur ces convictions-là. Oui. Et 3, quelles sont les valeurs de ces cofounders, les valeurs humaines. Et à partir de ces 3 composantes, la vision, les convictions et les valeurs, on est capable de créer une culture d'entreprise qui permet aux gens de savoir où est la ligne rouge, où elle n'est pas, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sans le dire. Ouais. Et ça permet en fait d'avoir une forme d'organisation un peu, tu vois, un peu particulière. Mais donc c'est hyper important. Les gens qui ne réfléchissent pas à leur culture et qui embauchent sont des cinglés. Ouais. C'est un risque immense. Ouais. Tout à fait. Et tu nous avais encouragé à l'époque, et c'est public, le Culture Book de Netflix est juste excellent. Expected Behavior, c'est ce qu'on attend de vous sans qu'on vous le demande. Oui. Donc ça, et alors, pour revenir justement sur la culture, tu as dit quelque chose d'assez intéressant. Les startups, on a compris, donc Expected Behavior. Et donc, sur les grosses boîtes, c'est quoi donc c'est une définition qui va être différente de la culture d'une startup. Alors, d'abord, ils n'en ont pas de culture, les grosses boîtes. C'est tout le problème. Ah, ça c'est intéressant. Ils n'en ont pas. Quand tu regardes aujourd'hui les statistiques qui sont désastreuses, aujourd'hui 17% des gens qui travaillent dans les grandes entreprises sont heureux. Ouais, c'est fou. 17%. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des organisations tellement déshumanisées qu'elles rendent les gens malheureux. C'est ça la réalité aujourd'hui. Ouais. Et que les burn-out, les dépressions qu'on peut avoir, elles viennent de cette organisation qui ne marche plus. Parce qu'elle n'est plus basée sur des valeurs humaines, sur des convictions, sur des visions. Elle est basée sur des procédures à la con qui emmerdent tout le monde. Et qui déshumanisent la relation. Donc ces grandes entreprises, elles n'ont plus de culture. Parce que la culture, elle vient de la valeur des gens qui ont créé l'entreprise. Oui. Il y a probablement des entreprises de grande taille qui ont une culture d'entreprise. Je vais prendre un exemple que tout le monde peut comprendre, Michelin. Oui. Parce que Michelin, c'est à l'origine une boîte familiale qui a gardé ses racines dedans et qui est restée assez ancrée avec l'énergie de ses cofondateurs. Mais tu prends une boîte comme la BNP, il n'y a pas de culture à la BNP. C'est qui a créé la BNP ? Ouais, on n'en sait rien. Rien. Quand tu travailles à la BNP, c'est quoi la culture de l'entreprise de la BNP ? J'en sais rien, moi. Et demande aux gens qui y travaillent, à mon avis, ils ne savent pas. Et donc ça veut dire que, c'est hyper intéressant, ça veut dire que dans les grandes boîtes, selon toi, il y a plein de grandes boîtes qui n'ont pas de culture. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que les gens sont malheureux et que 17% d'entre eux sont heureux au boulot. C'est bien ça ? C'est ça. Ils ont des règles. Ouais. Ils ont des règles, ils ont des procédures qui sont des systèmes qui sont déshumanisants. D'accord. Donc déresponsabilisants, déshumanisants. Il n'y a pas de place à la créativité, il y a de place à rien. Puisqu'en fait, quand tu veux faire quelque chose, on te dit, voilà comment faire. Mais donc ça veut dire que d'un côté, il y a les startups qui ont leur culture et elles sont obligées parce qu'elles n'ont pas le choix, elles sont trop petites. De l'autre côté, à l'extrême, il y a les grandes boîtes qui n'ont pas de culture et c'est compliqué de fidéliser les collaborateurs parce qu'ils sont malheureux. Et au milieu, il pourrait y avoir les boîtes familiales qui ont une culture forte parce que c'est un patrimoine familial, que le management peut être familial ou l'actionnariat est pérenne et familial. Il y a une vision et ça peut perdurer. Oui, si la PME a une culture forcément parce qu'elle est petite. D'accord. Que les gens mangent ensemble le midi, tu vois, par exemple. Et donc oui, ils se connaissent, donc il y a une culture forcément. Pourquoi crois-tu que tous les grands diplômés ne veulent plus travailler dans les corporates, à ton avis ? Parce qu'il n'y a pas de culture. Ils préfèrent dans une start-up où il y a un peu une âme quelque part. Comme j'aime bien dire, on travaille avec des gens avant de travailler avec une entreprise. Bien sûr. Donc dans une grande entreprise, c'est un vrai problème. Donc la recette pour une grande entreprise, ça veut dire qu'il faut d'abord se retrouver une culture pour ensuite faut rebooter, quoi. Et si tu rebootes une culture, tu rebootes le management style. Ouais. Donc tu es obligé de rebooter tout le management. D'accord. Qui de mon point de vue est totalement plus adapté aux procédures et us écoutages du moment. Ouais. Donc pour moi, si tu veux, c'est un énorme sujet. Bah oui. Donc si tu étais le chief culture officer de quelques grosses boîtes qui vont pas bien aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut renverser la table complètement, quoi.
Ah oui, d'abord, je ne pourrais pas le faire parce que c'est pas mon univers, les grosses boîtes. Ouais. Mais si je devais le faire, oui, ça serait assez brutal. Ouais. Et tu ferais quoi? D'abord, j'essaierais de redéfinir la culture. Ouais. D'accord. Donc ça serait la première chose. Et une fois qu'on aurait... Avec les salariés, avec les gens qui sont là, avec le management on commence par quelle est la vision de l'entreprise, comment vous voulez changer le monde, par exemple. Tu vois, c'est une première bonne question. Ouais. Quelles sont vos convictions par rapport à ce monde-là, voilà, etc. Il y a plein de questions à poser. Quelles sont les valeurs importantes? Alors les valeurs, il faut les définir. Si tu veux, si tu dis une valeur comme on est exigeant. Ouais. Exigeant, ça a une signification pour moi, ça en a une autre pour toi. Donc, ça veut dire quoi être exigeant pour Tim, pour Pierre? Donc, c'est important de redéfinir ces choses-là. Et après, c'est important de le communiquer aux gens sous forme de culture book et d'expliquer aux gens ce que ça veut dire en termes de comportement. Et à partir du moment où il y a ça, il faut revoir le management entièrement, puisqu'on a beaucoup moins besoin de managers, puisqu'on a écrit ce qu'on peut faire et pas faire, finalement, de manière beaucoup plus souple. Oui, c'est vrai. Donc, on peut revoir le management complètement. Le problème du management, c'est pas que c'est pas bien d'avoir des managers, c'est que la plupart des managers sont pas bons. Ouais. Ils sont pas bons et donc ils ont une position, on va dire, quasi autoritaire sur les gens parce qu'ils ont un rôle supérieur. Oui. Alors qu'on n'a jamais d'autorité sur les gens. Les gens, ils s'appartiennent à eux-mêmes. Hein. Oui. Ils n'appartiennent pas aux managers. Mais à leur décharge, les managers sont entre le marteau et l'enclume puisqu'ils ont d'un côté les patrons qui vont leur dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, tu rajoutes la RSE, tu rajoutes ça. Donc ils ont une charge mentale incroyable. Et de l'autre, ils ont leurs collaborateurs à gérer qui eux-mêmes aspirent à autre chose. Donc je trouve qu'être manager aujourd'hui, c'est quand même vachement compliqué. Donc là, tu es en train de leur taper dessus encore. Non, j'ai jamais dit que c'était facile. D'accord. J'ai dit qu'aujourd'hui, le style de management qu'on a dans ces entreprises-là crée le malheur des gens. D'accord. Et que donc, s'ils veulent que les gens restent, que les gens s'épanouissent, que les gens contribuent, que les gens soient créatifs dans leur entreprise, il va falloir changer plein de choses, et notamment le style de management. D'accord. Et je ne dis pas que c'est facile, je pense que c'est extrêmement difficile. D'accord. Mais peut-être moins de managers et des structures un peu plus plates. Le middle manager est mort, c'est clair, ça c'est sûr, ça va disparaître totalement. Ouais. Donc on aura de moins en moins de middle managers, parce qu'il y en a de moins en moins besoin. Donc on aura des structures qui seront moins hiérarchiques qu'elles ne le sont aujourd'hui. Avec des... Voilà. Après, tout le monde n'est pas capable de prendre des responsabilités, tout le monde n'est pas capable d'être créatif. À un moment, il y a des gens qui veulent exécuter des tâches qu'on leur donne, donc il faut aussi savoir le faire. Hein. Les grands comptes, ils ont besoin aussi d'exécution, c'est des machines à exécuter, donc ils ont besoin de le faire aussi. Donc c'est pas simple, c'est pas un sujet facile. Non, je suis pas en train de pointer le doigt aux gens en disant ça, vous n'êtes pas bon, etc. Je dis simplement c'est des systèmes qui ne marchent plus. Non, ça marche plus. C'est les stats qui le disent, c'est pas moi. Hein. Et je dis pour corriger ça, c'est super compliqué, c'est tout ce que je dis. Ouais, je comprends. Et l'IA dans tout ça, par rapport à la culture de l'entreprise, est-ce que ça va justement, selon toi, être un facilitateur de plus d'humanité, d'une meilleure culture dans l'entreprise? Si on revient aux grands groupes, est-ce que l'IA, par exemple, est un accélérateur de transformation vers des boîtes plus humaines sur les grands groupes, par exemple? Alors, je déteste quand on met de l'IA et de la blockchain et du Web3 et tous ces trucs dans tout ce qu'on discute. Ouais. Désolé. Voilà. Donc, je ne vais pas te répondre parce que d'abord, je ne sais pas. Je ne suis pas expert dans le domaine. Je sais comme toi, chacun à son niveau, ce que l'IA peut représenter de shift important dans ce qu'on est en train de vivre. Mais par rapport à ce sujet-là, j'ai pas d'opinion et j'ai pas envie d'en donner une opinion idiote. Je pense que c'est un sujet complexe et je sais pas répondre. D'accord, ok, très bien. Merci pour ta franchise. Tu me connais. Ouais, bien sûr. Des boîtes qui t'ont marqué dans ta carrière, les tiennes ou d'autres, qui avaient une culture d'entreprise incroyable et qui sont un peu des use cases, des études de cas dont tu aimerais parler parce qu'elles sont remarquables? Moi, j'ai toujours travaillé dans la tech, donc c'est mon univers depuis toujours. Celle qui m'a probablement le plus marqué en termes de culture d'entreprise, c'était Computer Associates à l'époque, qui était le numéro 1 du logiciel au monde devant IBM. Et j'étais vendeur grand compte dans cette boîte-là. On était 25 et il y en avait un qui était viré par semaine. Et on était sur un open space où on avait le PDG, le DG, et puis les vendeurs qui étaient là. Et on partageait le même open space. Et on n'avait pas le droit d'être là à partir de 9h du matin. Donc à partir de 9h du matin, le PDG se levait en disant « Qu'est-ce que tu fous là ? Dégage !» Et puis des fois, il disait « Je viens avec toi, tiens, aujourd'hui. » Comme ça. C'était une culture complètement dingue parce que j'ai appris la précarité. C'est-à-dire que tous les lundis, on faisait la fête pour dire « Est-ce qu'on est encore là ?» Et donc, il y avait une vraie solidarité entre les gens. Donc, ça crée une vraie cohésion parce que moi, j'ai fait des meetings de vente où il y a des gens qui se sont évanouis. Non. Parce que
Le PDG le prenait à partie en disant ça c'est pas bon, et on savait qu'on était viré quand on avait un truc comme ça, et les gens tombaient. Donc c'était des trucs complètement dingues. Mais c'était du management par la terreur. Ouais, mais Non. c'était une forme de terreur qui était juste une forme d'exigence extrême sur ce qu'on doit faire pour réussir, Ouais. avec une conséquence qui était qu'il y avait une instabilité incroyable dans le poste, Mm. mais donc une cohésion entre tous qui était incroyable, parce que quand il y en a un qui allait mal, on disait attends, viens, on va boire un coup, ça va aller mieux et tout, parce qu'on savait qu'on vivait des moments qui étaient complètement fous, quoi. Et c'était, pour moi, ça a été une culture d'entreprise complètement barrée, Ouais. mais que j'ai trouvé hyper intéressante, parce que ça m'a appris la précarité. De ce jour-là, j'ai jamais eu peur de perdre mon job, jamais. Oui, c'est l'envie de gagner et pas la peur de perdre. Oui, mais j'avais jamais eu peur de perdre mon job, parce que je me suis dit, de toute façon, j'ai vécu pendant tellement longtemps dans cet univers-là que finalement, il ne peut rien m'arriver. Ouais. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner par rapport à la culture d'entreprise, au-delà de cette première expérience de carrière qui t'a marqué? Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec des startups, des centaines et des centaines, et ce qui est choquant à voir, c'est que j'ai pas beaucoup d'exemples, Ah oui? parce qu'en fait, la culture n'est jamais définie. C'est toujours considéré comme un sujet connexe qu'on traite plus tard. Et donc, c'est très, on va dire, empirique, expérimental, la façon dont ils gèrent leur truc. Et ils ne se posent pas ces questions de culture. Ce qui est embêtant. Alors, c'est très, très critique, parce que je pense que c'est une question qu'on se pose dès le départ, parce qu'en fait, la culture définit la personnalité de ton entreprise. Et ça a deux conséquences. La première, c'est que tu sais avec qui tu peux être compatible Oui. en termes de recrutement, et tu sais avec qui tu peux être compatible en termes de clients. Oui. Donc, c'est les deux. Et donc, c'est très important de faire l'exercice. Moi, je l'ai fait sur mes boîtes. Et en fait, en faisant l'exercice, tu découvres réellement qui tu es. C'est-à-dire que de penser qu'on sait qui on est parce qu'on est ce qu'on est une erreur. C'est en écrivant les choses et en se posant vraiment les questions, en disant tiens, quel est mon comportement par rapport à tel sujet, qu'on prend conscience de ce qu'on est. Par exemple, moi je suis, il y a plein de trucs que je suis comme les autres, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai vraiment des opinions très tranchées. Par exemple, je déteste les public relations. Ok. J'ai vraiment un problème avec les médias, à plein de sujets, à plein de titres. Oui, ça je sais. Ouais. Bon, et je trouve que ça c'est un truc qui est profondément, totalement inutile. C'est presque du racket pour moi. Donc, moi, c'est écrit dans mon culture book. Ouais. Pas de PR, jamais, point. Ça, c'est la phrase. Ouais. Donc, si j'ai quelqu'un que j'embauche comme patron du marketing, je ne vais pas lui montrer ma phrase. Hein. Je vais lui poser, comme j'ai ma phrase devant les yeux, je vais lui dire « Et au fait, tu penses quoi des PR, toi ?» Et là, ça va me donner des indications importantes. C'est un petit exemple tout bête, hein. Mais on a tous des convictions comme ça, qui deviennent des éléments culturels et qui permettent de comprendre si on est compatible ou pas avec les gens avec qui on est. Et donc le fait d'écrire les choses comme ça permet de prendre conscience de réellement c'est quoi cette boîte qu'on est en train de monter. Je comprends. Donc c'est super important de le faire dès le début. Dès le début, parce que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas qui on est et donc on ne sait pas recruter. Moi j'ai dû recruter peut-être 1000 personnes dans ma vie. Ouais. Je me considère nul. Je considère que c'est l'exercice le plus difficile à faire. Ouais, je trouve que c'est d'une complexité. J'ai pas du tout. Il y en a des gens qui sont doués pour ça, moi non. Et donc, si j'ai pas des repères qui sont les gens avec qui je travaille, qui vont toujours m'aider, et mon culture book, je fais que des conneries. Donc pour moi, c'est hyper important de passer par ça, parce que recruter, c'est quand même hyper important. Dans une start-up, quand on est deux, quand on recrute une personne, on recrute 33% de sa boîte. Hein. Bah bien sûr. Bon, donc c'est important. Donc voilà. Pour moi, j'ai pas de réponse par rapport à la culture sur les start-up parce qu'elles ne le font pas le travail. Je comprends. Et l'autre point hyper intéressant que tu dis, c'est que ça permet de savoir quel type de client, avec quel type de client tu vas être le plus compatible et tu vas pouvoir gagner peut-être plus facilement tel type de client parce qu'ils sont compatibles avec ta culture. Parce qu'en fait, bien sûr, la culture va voir comment les gens se comportent dans ton entreprise. Et en face de toi, tu as d'autres gens qui se comportent aussi. Et c'est comme quand tu rencontres quelqu'un ou quelqu'une, bah, tu te dis, tiens, est-ce que j'ai des affinités avec ou pas, quoi. Ça va vite, hein, tu le vois assez rapidement. Oui. Mais là, c'est pareil. Bizarrement. Mais c'est pareil. D'accord. Mais donc, ça veut dire que la culture, pour toi, dans la réussite d'un business, la culture d'entreprise est quelque chose d'absolument crucial. Pour moi, quand on crée un business à plusieurs, il y a 3 responsabilités qu'on endorse tout de suite. Oui. La première, c'est de définir un purpose et une vision. Okay. La deuxième, c'est de définir la culture d'entreprise. Oui. Et la troisième, c'est d'embaucher des gens sur la base de ces 2 choses. Okay. Voilà, les 3 choses les plus fondamentales que l'on doit faire quand on crée une boîte. Donc oui, la culture en fait partie. D'accord. Un dernier point sur la culture, et ça, je suis ravi d'en parler sur le plateau, puisque nous, on pense chez Mindhunters que le mindset, au-delà des hard skills et des soft skills du talent, c'est son mindset qui doit être adapté à la culture de l'entreprise pour faire le match parfait. Et comme ça, les gens vont rester plus longtemps. Qu'est-ce que tu as ajouté par rapport à ça ? Est-ce que tu es en phase mindset culture ?
Pour moi, c'est une évidence. Hein. Le mindset, c'est comment tu te comportes par rapport à des situations. Oui. Et la culture, c'est comment je t'autorise à te comporter. D'accord. Voilà. Donc la culture, elle est définie par les gens qui créent l'entreprise. Elle définit donc les comportements possibles. Oui. À voir si le mindset de l'individu qui est en face est compatible avec ces comportements possibles. Tout simplement. D'accord. Donc oui, c'est totalement la même chose. D'accord, donc on est en phase à 100% et je te remercie encore à l'époque puisqu'on avait beaucoup travaillé ensemble là-dessus et on voit que les résultats, les talents restent plus longtemps et ont un meilleur degré de succès plus rapidement dans l'entreprise et l'onboarding est plus rapide. Donc c'est assez étonnant et ce travail avait été très fécond. Si maintenant je reviens à nos amis entrepreneurs, combien d'entrepreneurs à peu près tu as coaché depuis, coaché alors professeur ou pas, combien d'entrepreneurs as-tu suivi et quels sont les mindsets, c'est quoi le mindset d'un entrepreneur qui réussit? Pas facile, hein, je te l'accorde. Hein. Alors, comme j'en ai coaché, je sais pas, 300, 350, un truc comme ça à peu près, depuis le début. Ça veut dire qu'on peut faire des stats un peu quand même. Ouais, mais à part que je ne les ai pas faites, hein, je ne suis pas une AI, moi, donc j'ai pas fait de stats. C'est quoi qu'il faut pour réussir? Alors, je peux donner quelques caractéristiques. La première caractéristique, qui est contre-intuitive, c'est qu'il faut à la fois avoir des convictions extrêmement fortes et des doutes extrêmement forts. Et il faut les deux à la fois. Ok. J'aime pas les gens qui sont au milieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'opinion. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des énormes convictions, qui ne veut pas remettre en cause, qui est un peu le socle de la raison pour laquelle il fait tout ça. Okay. Et de l'autre côté, des énormes doutes en disant « Waouh, ça je sais pas, ça je sais pas, ça je sais pas ». Donc ils ont une perméabilité à leurs doutes et ils ont une imperméabilité à leurs convictions. Et c'est parce qu'ils ont ces convictions, qu'ils ont la foi du charbonnier dans ce qu'ils font, qu'ils avancent. Après, ça peut changer, ces convictions, elles peuvent être mises en cause par le marché, par plein de choses. Mais au départ, tu as besoin de ça. Donc ça, c'est déjà un premier élément. C'est des gens qui sont capables d'être à la fois dans le doute et à la fois dans la conviction. Très particulier. Okay. La deuxième chose, c'est des gens qui savent prendre la tension, haute et basse. Okay. La plupart des gens, tu vois, ils sont salariés parce qu'ils se retrouvent dans des situations où, en fait, ils ont une pression qui est à peu près similaire tous les jours. Un peu ça monte, un peu ça descend et ça va. Un entrepreneur, un jour, il peut être le roi du monde et un autre jour, il peut être juste au fond du trou. Hein, donc, c'est la difficulté. Et donc, quand on est au fond du seau, il faut se dire, ça peut aller mieux. Et quand on est le roi du monde, il faut se dire, ça pourrait aller plus mal. Ouais. Voilà. Gérer ses émotions. Et donc, cette capacité à prendre la tension haut et basse et à gérer sa pression par rapport à ça, c'est la caractéristique de l'entrepreneur numéro 1 pour moi. La deuxième caractéristique, la troisième, je ne sais plus où j'en suis, peu importe, qui, pour moi, est absolument essentielle, c'est sa capacité à décider. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, tu dois prendre des décisions sur des bases qui n'existent pas. Il n'y a pas de données qui te disent « fais ça, ça marche » ou « fais ça, ça ne marchera pas ». Puisque ce que fait l'entrepreneur, personne ne l'a jamais fait avant, en règle générale. Et donc, il faut un véritable mindset de décision qui est de dire « je ne sais pas, mais je décide pour savoir ». Ce n'est pas décider parce qu'on sait, c'est décider pour savoir. Je vais savoir si j'ai raison et donc je décide. Et donc ça, c'est véritablement, pour moi, un critère. Quand j'étais invest, je détestais l'analysis paralysis de l'entrepreneur. Pour moi, ce qui était important, c'est pas qu'il ait raison, c'est qu'il décide. Vrai mindset hyper important. Donc si on ne sait pas décider, si on est indécis, etc., c'est juste ne faites jamais entrepreneur. Vous allez mourir. Donc ça, c'est aussi une troisième caractéristique. Et la dernière, après j'arrête parce que j'en ai plein, je pense qu'il faut être cinglé. Ouais. Voilà. Tu peux expliciter ? Je pense on est sur des situations où il n'y a aucune raison rationnelle de croire à ce qu'on fait. Ouais. Et que donc il faut une forme de folie pour le faire. Et tant qu'on n'a pas cette forme de folie, on ne peut pas être entrepreneur. Faut pas y aller. Les gens trop rationnels ne peuvent pas être entrepreneurs. Parce qu'il n'y a rien de rationnel. Ouais, je comprends. Et on parlait d'investissement tout à l'heure. Justement, quand tu étais dans la vallée, dans ton fonds The Refiner, je crois, qu'est-ce qui te faisait investir dans telle ou telle boîte? C'était justement le mindset des entrepreneurs? C'était quoi tes thèses d'investissement? Nous, on était dans du early stage. Ouais. Donc, dans early stage, il y a 3 critères. Il y a la vision. Ouais. Est-ce qu'ils ont une vision ambitieuse? Puisque la caractéristique d'une entreprise start-up, c'est l'ambition. 2, est-ce que cette vision ambitieuse s'appuie sur un marché? Parce que s'il n'y a pas de marché, ça n'ira pas très loin. Et dernier point, l'équipe.
L'équipe étant le plus important, pour une raison très simple, c'est qu'on sait fondamentalement au début que tout ça va changer. Ouais. Donc la capacité qu'on regarde dans une équipe, c'est sa capacité à s'adapter au changement, sa capacité à anticiper ce qui va se passer, à pivoter, à tourner à droite, à tourner à gauche, à faire ce qu'il faut pour que ça marche. D'accord. Et donc, si tu veux, l'intelligence collective de l'équipe est absolument essentielle. Et donc, on recherche des gens qui ont cette brillance intellectuelle parce que ça le nécessite. Parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte pour prendre de bons tournants qu'il faut une équipe brillantissime pour y arriver. Donc, pour moi, l'équipe en numéro 1, quand c'est early, la vision qui traduit l'ambition et le marché qui traduit la consécration de l'ambition. Ok, très bien. Alors, il y a eu un gros changement de paradigme depuis 1 an et demi à peu près, depuis le fameux mémo de Sequoia qui disait à ses participations, maintenant, on ne veut plus de la croissance, on veut juste de la rentabilité. Et donc, il y a eu à cause du retour de l'inflation, le marché s'est retourné, la fête est finie depuis 2 ans à peu près, c'est peut-être même pas complètement fini. Changement de paradigme, changement du coup de mindset des entrepreneurs, avec certains qui ont été élevés à la croissance. Et maintenant, on est en train de leur expliquer qu'il faut de la rentabilité maintenant. Donc il y en a qui sont juste en train, pardonnez-moi, de crever la gueule ouverte parce qu'ils ne sont pas capables de changer de mindset, et d'autres qui sont en train de s'adapter. Comment est-ce que toi, tu vois les choses aujourd'hui avec ce changement de paradigme où on demande de la rentabilité et où il y a eu beaucoup de morts et il y en a encore? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je ne suis pas très convaincu que ce soit aussi noir et blanc. Ouais. Que ce ne soit pas juste une question de rentabilité ou pas rentabilité. Je pense qu'on a monté des startups sur les mêmes modèles trop longtemps. Okay. Trop de SaaS qui font la même chose, trop de machins qui font la même chose. Et qu'à un moment donné, ça suffit quoi, ça ne peut pas marcher. Si tu regardes le marché de l'AI aujourd'hui, on est reparti comme en 14. C'est-à-dire que les thèses d'investissement, les valos, la façon de le faire, c'est comme on avait avant. Mais c'est de l'AI, parce que l'AI, il y a une opportunité des possibles qui était immense, et donc on raisonne comme avant. On n'est pas en train comme avant la bulle. Ouais, on n'est pas en train de dire aux boîtes qui font de l'AI, il faut que tu sois rentable. Okay. On est en train de leur dire, vas-y, fonce. Par contre, aux boîtes SaaS, on ne leur dit plus ça parce qu'il y en a trop. Donc je pense qu'il y a ça déjà comme critère. Après, sur le critère de la rentabilité, je pense que ce n'est pas tellement ça que les VC ont voulu dire, c'est de dire, on a poussé le bouchon un peu trop loin. Ouais. Sur ne pas regarder suffisamment les fondamentaux d'une entreprise. C'est essentiellement la faute des VC et des entrepreneurs. Les VC, on appelle ça les moutons visionnaires chez moi. Les VC, ils ont toujours été à pousser sans trop regarder. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de due deal qui ont été faites correctement. Je pense que les boards, ça ne sert à rien. Je pense qu'il y a un vrai laxisme dans tout ça. Et qu'à un moment donné, si tu veux, si on ne reprend pas les fondamentaux, il se pose des vrais problèmes, quoi. Et que là, ils se sont dit, on a été trop laxiste trop longtemps, en regardant les valos, combien on met de pognon, en croyant que la croissance était infinie. Maintenant, il faut se reposer les questions de, pas forcément est-ce que tu monétises, mais est-ce qu'il y a un chemin vers la monétisation? Ça, c'est une vraie bonne question. Donc, je pense que c'est pas juste noir et blanc, mais c'est de dire, à un moment donné, une boîte, elle doit gagner de l'argent, elle doit être rentable, elle doit pouvoir se survivre à elle-même. Et donc, je pense que maintenant, les modèles qu'on va voir, c'est des modèles de bootstrap, parce qu'il n'a jamais été aussi peu cher qu'aujourd'hui de monter une boîte. Ouais. Et qu'à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir prouver une forme de rentabilité assez rapide. Et que si tu arrives avec cette rentabilité à trouver un engin de croissance, tu pourras lever de l'argent. Je comprends. Parce que c'est pour grandir qu'on a besoin d'argent. L'argent accélère ce qui marche. Oui, okay. L'argent ne sert à rien pour réparer ce qui ne marche pas. Et donc, si tu veux, on a trop mis d'argent dans des machins qui ne marchaient pas. Par contre, mettre de l'argent dans des trucs qui marchent, on continuera à le faire. Je comprends. Indépendamment de la profitabilité. D'accord. Un point sur l'écosystème français, sur la French Tech, sur les aides qui sont accordées aux entrepreneurs, etc. Aujourd'hui, on a pas mal de gens qui sortent d'écoles de commerce, les plus grandes, qui avant voulaient faire de la finance ou du conseil et qui maintenant veulent être entrepreneurs parce que c'est beaucoup plus glamour. C'est quoi ton regard sur le mindset de ces gens-là et aussi peut-être des aides qu'ils peuvent avoir avec la BPI, la French Tech, où on encense tout ce petit monde-là et on les aide aussi beaucoup. C'est quoi ton regard là-dessus? J'ai quelques idées, bien sûr, mais ça m'intéresse de le partager avec toi. Bon, d'abord, c'est bien que les cerveaux
qui sortent des écoles se collent à l'entrepreneuriat, parce que c'est comme ça l'économie de demain. Hein. Oui. Je crois que c'est le Forum économique et social, je ne sais plus lequel, ou l'autre commission comme ça, qui disait que 65% des jobs de dans 15 ans, on ne les connaît pas. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même significatif, et je pense que l'AI va encore empirer la tendance. Donc on a besoin d'inventer l'économie de demain. Et de ce point de vue-là, c'est bien que nos meilleurs cerveaux le fassent. Donc je ne peux qu'applaudir ça. C'est un bon mindset aussi, parce que ça prouve qu'ils ne sont pas averses au risque, tu vois, à l'entrepreneuriat et tout ça. Donc c'est plutôt une bonne mentalité. Il ne faut pas le faire pour gagner de l'argent, ça serait le mauvais exemple. Oui, ou pour lever et sortir au bout de 3 ans. On a vu beaucoup ça à l'époque, et c'était peut-être pas très réaliste. Je pense que les bons entrepreneurs, ils ne le font pas pour l'argent, ils le font pour changer le monde. D'accord. Et l'argent n'est qu'une conséquence heureuse. Ok. Donc ça, c'est mon premier regard. Donc t'as mieux que les gens fassent ça. Sur la BPI et sur le reste, je considère qu'il est du rôle de l'État d'accompagner un changement économique majeur que peut être cette économie-là qu'on est en train de créer. Oui. Donc c'est très bien que la BPI investisse de l'argent massivement du citoyen pour lancer cette économie digitale pour qu'on ne soit pas à la ramasse. Oui. Maintenant, là où je ne suis plus d'accord, c'est sur le côté franchouillard de l'assistanat, où en fait on est toujours dans l'assistanat. C'est-à-dire que les gens attendent tout de l'État. Moi je viens d'un pays où en fait on n'entend rien de l'État. Oui. Les US, c'est un pays très solitaire et très difficile où il n'y a pas de filet. Et ici, dès que ça va mal, c'est la faute de l'État. Et ça, c'est insupportable pour moi, c'est inaudible. L'État peut faire des choses, mais pas tout. L'État-providence, c'est pas vrai. On a toujours été dans l'État-providence, ça ne marche pas. Et l'État joue très mal ce rôle, puisqu'il se positionne comme un État-providence à vouloir tout toucher, tout faire. L'État est nul en start-up, totalement incompétent, mais vraiment totalement incompétent. Donc il ne faut pas leur demander d'être compétent. La BPI a un rôle crucial pour aller financer les VC, qui, eux, pour autant, sont compétents pour financer les startups. Mais que la BPI investisse en direct, je trouve ça idiot, personnellement, c'est mon opinion, parce que ce n'est pas leur métier. Par contre, que la BPI finance l'écosystème qui va faire éclore les vainqueurs digitaux de demain, c'est une très bonne chose. Donc voilà, moi je suis plutôt contre l'assistanat, contre les subventions, et pour l'argent massif de l'État dans l'écosystème pour faire grandir les compétences. D'accord. Ok. C'est très clair et c'est assez mesuré. Et en fait, chacun son métier. Chacun son métier. D'accord. Et l'État ne peut pas comprendre l'écosystème des startups, c'est juste impossible. C'est tellement expérimental que ce n'est pas possible pour eux de comprendre. C'est comme si je te disais, n'ayant jamais fait de deltaplane, je vais t'apprendre à faire du deltaplane. Oui, je comprends. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, tu n'es jamais monté dessus, tu ne sais pas comment ça marche. Et c'est très risqué parce que si je te donne des conseils, la conséquence, si mon conseil est mauvais, c'est que tu vas mourir. Tu vas tomber dans le nuage et tu vas te retrouver par terre et tu es mort parce que tu es en deltaplane. C'est pareil. Donc les conseils de la BPI sur les startups, ne les écoutez pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui donc, tu as accompagné donc, beaucoup d'entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as appris avec tout cet accompagnement? Tu peux peut-être nous dire en 2-3 minutes en quoi consiste ton académie 34 éléments et à travers 34 éléments, qu'est-ce que tu as compris sur le mindset des entrepreneurs depuis que tu les accompagnes et peut-être de l'évolution de leur mindset? Alors, je vais commencer par le mindset de l'entrepreneur et après je te dirai ce que je fais. Ouais. Le mindset de l'entrepreneur, c'est de dire j'entreprends quelque chose que je ne connais pas. Ouais. Donc, il faut que je récupère de la data, de la donnée quelque part, pour savoir comment je vais pouvoir évoluer dans ce truc-là. Il y a 3 façons d'apprendre. Il y a l'expérimentation, le feedback et la transmission. Les entrepreneurs, en règle générale, ils commencent par l'expérimentation. On développe un produit, on le met sur le marché, on expérimente et on s'adapte. Ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils passent au feedback en disant « Monsieur le client, qu'est-ce que tu penses de mon produit ?» Et ils essaient de collecter du feedback. Et enfin, quand vraiment ça ne marche pas, ils se disent je vais chercher la transmission. Ils lèvent la main, qui sait faire, qui a déjà fait, explique-moi. C'est juste logique intellectuellement de faire ça, mais c'est ce qu'il y a de plus inefficace. C'est-à-dire que l'expérimentation, c'est ce qui coûte le plus cher. Tu développes un produit sur la base d'une intuition, c'est hyper cher. Si l'intuition est mauvaise, ce qui est tout le temps le cas, tu refais ton produit, d'où tous les pivots qu'on peut voir. Deuxièmement, on va chercher un feedback client, mais on ne sait pas poser des questions. Donc le feedback est à 100% inutile. Les clients vous disent « c'est super », et quand le produit est prêt, personne n'achète. Levez la main si ça vous est arrivé. Tout le monde devrait lever la main. Donc ça, c'est parce qu'on ne sait pas poser les questions, parce que chercher un feedback client, c'est un acte complexe. Et après, la transmission, on la fait après.
Et moi, ce que je fais dans 34 éléments, c'est que je réfléchis exactement à l'envers. Je dis à un entrepreneur, il faut d'abord récupérer l'intelligence collective, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a apprises, il y a des playbooks qu'on a sur plein de sujets. Il faut les comprendre et il faut les digérer. Okay. Donc la question, c'est pas de l'académique, c'est je te pose des questions pour te faire digérer le playbook pour que tu puisses l'adapter à ce que tu fais, pour que tu te transformes par la connaissance. Okay. Donc ça, c'est ce que je fais avec 34 éléments. Cette transformation donne lieu à une réflexion stratégique qui te permet de comprendre ton business de manière holistique et te dire, OK, je comprends comment ça marche à peu près et comment je peux faire. À partir de ce moment-là, et uniquement là, peux-tu développer un produit. Parce que le produit n'est que la conséquence d'une bonne réflexion et pas juste un coup de poker. Et à partir du moment où tu as un produit, tu peux chercher des feedbacks avec des méthodes particulières. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faudrait le faire. Et donc moi, comme les boîtes avec qui je travaille ont déjà des produits, eh ben, je fais de l'introspection. Oui. C'est-à-dire je leur dis, on va sortir du produit, on va réfléchir à tout ce que vous avez fait et voir si ce que vous avez réfléchi à votre boîte correspond à votre produit. Et généralement pas. Ce qui les amène à changer leur produit et à changer beaucoup de choses. Mais c'est à mieux parce que ça veut dire que cette réflexion-là réaligne les entrepreneurs entre eux, les co-founders entre eux, et les fait réfléchir à des sujets hyper trapus, mais hyper importants. Parce que quand tu as un problème, tu vois, il y a beaucoup de magiciens dans le monde où on te dit oh, j'ai tel problème, va rencontrer machin, il va te faire un truc, en 2 minutes, c'est fait. Bon, ça, c'est des charlatans, c'est du bullshit, ça ne marche pas. La réalité, c'est que ce que fait un entrepreneur est intimement complexe. Il faut respecter la complexité de ce que c'est que de monter une entreprise. Oui. Et donc, le seul moyen de la respecter, c'est de dire aux gens ce que tu fais est complexe. On va se poser plein de questions, on n'aura pas toutes les réponses, mais tu vas commencer à entrevoir le niveau de complexité que tu as et que les causalités de tes problèmes sont multiples et diverses. Et que donc, il n'y a pas de simple chemin vers la résolution du problème. Il y a plein de chemins difficiles. Tout à fait. Mais si tu comprends ça déjà, tu prends la bonne résolution pour peut-être résoudre le problème. D'accord, mais donc ça voudrait dire qu'il faudrait que les entrepreneurs viennent te voir avant d'avoir développé leur produit. Non, ils peuvent venir après parce que moi, je prends beaucoup les bons entrepreneurs, c'est les gens qui ont commencé à faire ce que je t'ai dit et qui se mettent à douter. Oui, d'accord. Et là, ils commencent à être perméables en disant « Waouh, ça marche pas comme j'imagine, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, je leur dis « Bah écoute, on peut faire ce que moi je fais et ça va te remettre… » Donc les gens qui font l'académie, ils font tous des pivots à la suite, soit produit, soit team, soit marché, soit cible, soit ce que tu veux. Parce que juste, les réponses viennent d'eux, pas de moi, mais ils prennent conscience de tout ce qu'ils n'avaient pas voulu voir. Je comprends, oui. Voilà. D'accord. Donc je vous dis à toutes et à tous, foncez à l'académie de Pierre, 34 éléments. Tu vends ça combien ? C'est quoi ton tarif aujourd'hui ? Le bootcamp, c'est 3 000 € hors taxe par startup. Ouais. C'est vraiment le meilleur investissement que vous pourrez faire. Je l'ai fait moi-même. J'ai fait des pieds et des mains, n'étant pas start-up Mindhunter, pour y accéder. Et Pierre a accepté. Et ça a été un game changer pour nous. Une dernière question, Pierre, qui n'est finalement pas une question. Est-ce que tu as un conseil, une remarque, un point de vue que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent, qui sont soit des entrepreneurs, des patrons de boîtes, des cadres ou des gens curieux sur ce genre de sujet ? Alors, comme tu le sais, je ne donne jamais de conseils, ouais. Parce que je pense que c'est une mauvaise démarche, ouais. Parce que les réponses, elles viennent des gens, et qu'on ne peut pas conseiller une personne qui fait quelque chose de complexe, parce qu'on n'en comprend pas la complexitude. Si ça se dit complexitude ou pas ? Je ne sais pas. La complexité, plutôt ? La complexité, ok, ça me va. C'était pas mal, complexitude. Non, c'était pas mal. Je pense qu'on peut le garder, ça peut être je vais en parler aux académiciens. Donc, pour moi, on peut pas donner de conseils, ça c'est la première chose. Ouais. Donc la seule chose, c'est que le seul truc qui moi me viendra à l'esprit, c'est de dire, je pense que les bons entrepreneurs, c'est les gens qui poussent pas la poussière sous le tapis. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une forme de lucidité par rapport à l'adversité qui est absolument essentielle. Si lorsque quelque chose te fait pas plaisir à regarder, parce que c'est difficile à regarder, tu le regardes pas, tu prends un risque immense. Oui. C'est-à-dire que le vrai entrepreneur, il va entendre les mauvaises nouvelles et pas les bonnes nouvelles. Et donc, ma seule remarque que j'ai envie de donner, c'est de dire ne fuyez pas les mauvaises nouvelles. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, qui est aussi assez contre-intuitive, c'est que quand on crée une start-up, on a tendance à réparer ce qui ne marche pas. Or, ce qui ne marche pas, il ne faut pas le réparer, il faut le laisser de côté. Oui. Il faut pousser ce qui marche. C'est très contre-intuitif. Merci beaucoup Pierre pour ton franc-parler, c'est toujours un grand plaisir de discuter avec toi et je te dis à très bientôt
et on se reparle tous les deux très vite. Merci Tim. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur les plateformes de contenu Deezer, Spotify, etc. et en parler à vos amis. Merci beaucoup, à bientôt.